Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wholistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, je pense, mais qui est important, c'est faut-il manger autant de protéines que l'on nous fait croire? Alors, vaste sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous, y compris mes clientes, elles sont toujours préoccupées par le fait de manger suffisamment de protéines. Est-ce que je mange suffisamment de protéines à 16 heures? Est-ce que je mange suffisamment de protéines au petit déjeuner? Est-ce que tu as des recettes de petit déjeuner hyper protéinées? Et si le soir je mange pas de protéines animales, je mange quoi à la place pour avoir mon taux de protéines, pour avoir mes 30 grammes de protéines? Mais déjà, posez-vous la question, d'où sort ce besoin de surconsommer des protéines? D'où sort les 30 grammes de protéines que l'on doit manger quotidiennement, enfin je veux dire à chaque repas? D'où sort le fait que l'on doit manger 30 grammes de protéines à chaque repas? Donc dans cet épisode, on va voir ce qu'on ne te dit pas sur les protéines. Pourquoi les femmes consomment en réalité trop de protéines sans le savoir, et ensuite mon expérience personnelle en tant que personne ayant une insuffisance rénale et le SOPK. Pourquoi cette obsession avec les protéines? Tout ceci a commencé environ dans les années 2000 avec l'apparition des régimes hyperprotéinés, Duncan, paléo, keto, maintenant carnivore, et avec la promesse de perdre du gras tout en préservant ou en construisant de la masse musculaire. Donc ok, mais comme tout, personne ne parle des effets secondaires, personne ne parle dans quel cas ça peut être applicable, dans quel cas ça ne l'est pas, et pourquoi manger 30 grammes de protéines par repas n'est clairement pas adapté à toutes les personnes, y compris les personnes avec un dérèglement hormonal. On peut avoir, comme moi, le SOPK, ne pas manger 30 grammes de protéines par repas, et pour autant réussir à équilibrer ses hormones. Voilà, bon, déjà pour équilibrer ses hormones, big news, on n'a pas forcément besoin de plus de protéines, mais on a besoin de plus de gras. Et ça, les femmes, avec les régimes, avec cette diabolisation qu'on a fait du gras, ne mangent pas suffisamment de gras. Et quand déjà on augmente son apport de gras, attention, de bons gras, notamment les oméga 3, et bien du coup, on favorise l'équilibre hormonal. En réalité, l'excès de protéines provoque quoi sur l'organisme? Car oui, quand on est à 30 grammes de protéines par repas, on est en excès. Donc déjà, ça va provoquer une surcharge des reins. Ensuite, ça va aggraver l'inflammation. Ça va acidifier le corps, car oui, toutes les protéines, notamment d'origine animale, sont acidifiantes. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent beaucoup de phosphore, de soufre, etc., qui va provoquer des déchets azotés dans l'organisme. Donc ceci va provoquer de l'acidité, augmenter l'acidité, en tout cas potentiellement déséquilibrer l'équilibre acido-basique et donc provoquer de l'inflammation. Ça va également du coup déminéraliser le corps, notamment en calcium, en potassium et en magnésium. Et du coup, ça ne va pas contribuer à l'équilibre hormonal, bien au contraire. Donc non, on n'a pas besoin de manger plus de 100 grammes de protéines par jour pour être en bonne santé, pour équilibrer ses hormones. Si vous voulez équilibrer vos hormones, il y a d'autres choses à faire avant de surconsommer des protéines. On va plutôt déjà augmenter sa consommation de gras, comme je le disais. Les femmes diabolisent énormément le gras et réduisent les quantités de produits gras, d'avocats, d'huile dans les repas, dans les salades, dans les plats. Et du coup, on va surtout augmenter ça parce que l'équilibre hormonal a besoin de gras. Le corps de la femme, malheureusement, stocke plus de gras que le corps d'un homme parce qu'on est censé créer la vie, en fait. Et donc, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle la femme stocke plus de gras. Et donc, ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut être potentiellement en surpoids ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un signe de déséquilibre aussi qu'il faut traiter. Mais voilà, avoir une quantité de masse grasse suffisante. Donc, une femme est à peu près à 20% de masse grasse pour être en bonne santé, notamment pour avoir un bon équilibre hormonal. C'est les recommandations, en tout cas, être à 20% de masse grasse. Donc, un peu moins, un peu plus, c'est OK, bien sûr. Mais il faut faire attention à ne pas être, en tout cas, en dessous de 12%. Et donc, pourquoi ce sujet des protéines me tient à cœur? Déjà, comme beaucoup d'entre vous peut-être le savent, via Instagram, j'ai une insuffisance rénale. C'est-à-dire que j'ai eu une infection à l'âge de 16 ans et on m'a enlevé un rein. Bon, on peut avoir un seul rein et ne pas être en insuffisance rénale, ne pas avoir de problème à ce niveau-là.
Or, moi, je consommais énormément de protéines, notamment de protéines animales. Donc, tout ce qui était produits laitiers, même si c'était des produits laitiers de qualité, de la viande aussi, même si c'était de la viande de qualité. Et j'ai le SOPK. Et donc, même cette surconsommation de protéines, parce que je mangeais vraiment beaucoup de protéines, surtout d'origine animale, pour autant, ça n'a pas du tout aidé à équilibrer mes hormones. Mon SOPK flambait et à cette époque-là, bien sûr, je ne savais pas que j'avais le SOPK. J'ai été diagnostiquée autour de la trentaine. Donc voilà, donc j'avais énormément de signes d'acné, d'alopécie, de la fatigue chronique. Voilà, tous ces signes en fait se sont vraiment empirés avec le temps, malgré le fait que du coup que je consommais énormément de protéines. Pour vous dire, ceci n'a pas contribué à équilibrer mes hormones, bien au contraire. Et j'ai toujours mangé sainement. J'ai été élevée dans une famille où on ne mangeait pas de nourriture industrielle. Voilà, ma mère nous préparait des gâteaux, des crêpes pour les goûter. C'était que du fait maison, des produits qui étaient le plus sains possible. Voilà, avec des fruits et beaucoup de fruits et de légumes. Vraiment un régime méditerranéen fait maison. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de développer de l'inflammation chronique, de développer le SOPK avec énormément de symptômes et par la suite de développer une insuffisance rénale. Du coup, à 28 ans, ce régime hyperprotéiné m'a coûté assez cher, encore aujourd'hui, puisque ça a quand même un impact. Mais à 28 ans, j'ai été diagnostiquée du coup d'une insuffisance rénale. Mon DFG avait énormément baissé. J'étais à 60 à ce moment-là, donc là, j'ai réussi à le faire un petit peu remonter, mais voilà. Et ma créate était élevée, plus de 90, voire parfois j'arrivais à 107. Le maximum que j'ai eu, c'était 107. Donc pour les personnes qui suivent un petit peu leur fonction rénale, ont comme ça un petit peu une idée. Et donc, j'étais de plus en plus fatiguée. Voilà, j'avais beaucoup de signes, en fait, comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste. Il m'a refait passer des examens, alors que je surveillais quand même ma fonction rénale tous les ans. Mais pour autant, rien ne l'avait alerté. Et donc, le fait que je commence à avoir des symptômes, là, il m'a dit, OK, va voir à l'hôpital américain le chef de service, l'urologue, pour voir ce que tu peux faire, tu vois. Parce que j'avais que 28 ans à l'époque. Donc, je vais voir l'urologue de l'hôpital américain et là, douche froide, après une écho qui a duré littéralement 30 secondes, il me dit de but en blanc, alors que j'avais 28 ans, que mon rein était foutu et que de toute façon, on se revoyait dans 2 ans pour la dialyse. C'est-à-dire qu'à 30 ans, il prévoyait que je sois dialysée. Autant vous dire que ça ne faisait pas partie de mes plans. Surtout que la nouvelle, c'était la façon dont ça a été annoncé, c'était hyper choquant. Donc déjà, les personnes qui ont une insuffisance rénale, même toutes les personnes de façon générale, subir des chocs émotionnels comme ça, ce n'est sain pour personne. Donc voilà. D'autant avec une insuffisance rénale, le stress, c'est clairement pas la chose à faire. Et donc, j'ai commencé à lui poser pas mal de questions. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire du coup dans mon hygiène de vie? Comment je peux adapter pour réduire en fait le risque, retarder le plus possible en fait la dialyse? Et il m'a dit tout simplement qu'il n'y avait rien à faire, que le rein était foutu. Voilà, il m'a demandé de payer 200 € en cash les 10 minutes et de dégager pour le prochain patient. Donc, autant vous dire que ça m'a un petit peu refroidi du système médical. Alors, ça ne veut pas dire que je ne recommande pas d'aller voir les médecins. Bien au contraire. Toutes les personnes qui ont fait des appels gratuits, des consultations gratuites avec moi ou des accompagnements savent que je les pousse à aller voir les médecins, à faire des examens, à être suivis régulièrement. Voilà, il n'y a que les médecins, et ça c'est important de le souligner, qui sont habilités à faire des diagnostics. Et ça, il y a beaucoup de dérives avec les praticiens de médecine naturelle, de médecine douce, de médecine holistique, où il y a un petit peu un dépassement de rôle, où il y a des personnes qui s'octroient le droit de lire des examens sanguins ou de poser des diagnostics. Voilà, il faut savoir que toutes ces pratiques-là sont illégales. Donc, ça ne veut pas dire de dénoncer la personne, la personne ne le fait pas dans une mauvaise intention, mais juste méfiez-vous du coup, parce qu'il faut bien faire la différence entre la médecine allopathique, donc les médecins qui sont eux habilités à lire les examens médicaux et à poser des diagnostics, et les praticiens en médecine douce qui eux vont vous accompagner. Alors soit sans diagnostic parce qu'il n'y a pas de pathologie, juste à améliorer votre hygiène de vie pour que justement en prévention il n'y ait pas de pathologie, soit à vous accompagner naturellement une fois qu'un diagnostic a été posé pour que vous retrouviez votre santé naturellement et que vous ne soyez pas dépendante des médicaments toute votre vie ou même des compléments alimentaires.
Donc ça, peut-être que je ferai un épisode de podcast aussi là-dessus. Je vois beaucoup de personnes aussi qui prennent énormément de compléments alimentaires. Et comme on parle aussi du rein, sachez qu'il y a un rapport de l'ANSES qui a été révélé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était cette année, avec les recommandations, quoi faire pour réduire son risque de cancer. Et parmi les recommandations, c'était ne pas prendre de compléments alimentaires. Et c'est les recommandations aussi dans l'Ayurveda. C'est ne pas prendre de compléments alimentaires, donc de façon ponctuelle. Quand vous avez, voilà, si vous vivez un événement qui est hyper stressant, forcément vous allez puiser dans votre stock de magnésium, donc se supplémenter en magnésium durant une courte durée, oui. Mais il ne faut pas prendre des compléments alimentaires de façon continue. Donc voilà, donc pour en revenir à mon expérience, suite à ce diagnostic posé par l'urologue, qui était un diagnostic plutôt violent quand même, j'ai décidé de m'occuper moi-même de ma santé, clairement, parce que j'avais vraiment le sentiment que ce soit mon généraliste qui voyait mon rein se dégrader au fil des années, qui ne m'a pas alertée, alors que moi je ne suis pas habilitée en fait à lire les examens médicaux, donc je lui faisais confiance à ce niveau-là. L'urologue qui me fait un diagnostic en mode ok, je m'en fous de ton hygiène de vie, mais à 30 ans tu seras dialysée et on n'en parle plus. Bon, du coup, j'ai décidé de me soigner toute seule. Et du coup, c'est pour ça qu'à partir de 28 ans, j'ai commencé à me former à la naturopathie pour préserver mon rein. Chose que j'ai faite, je touche du bois. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et mon rein s'est stabilisé. Voilà. Et j'ai adapté une hygiène de vie dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est bonne pour le rein et qui est bonne pour le SOPK aussi et qui est bonne pour l'inflammation chronique également. Car oui, la bonne santé du rein va dépendre de votre niveau de stress, de votre alimentation, du fait aussi de ne pas prendre de compléments alimentaires ou de traitements en continu et également du coup de réduire votre consommation de protéines, notamment votre consommation de protéines soit animales, soit industrielles. Et alors là, je démystifie quelque chose, c'est que les poudres que vous mangez, que vous consommez, les poudres, les shakers protéinés, la whey, etc. En fait, il faut vous rappeler que la base de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est ne pas manger transformé. Donc, quand vous dites que vous mangez anti-inflammatoire et que vous consommez ces poudres au quotidien, dites-vous, cette poudre, elle a poussé sur un arbre ou elle a été créée dans un labo? Quand vous lisez les ingrédients qu'il y a sur le packaging, est-ce que c'est des ingrédients que l'on retrouve comme ça naturellement dans la nature? Non, c'est un mélange, ça contient souvent des conservateurs, des excipients, etc. C'est hyper inflammatoire. La bonne santé de vos reins, sachant que c'est votre source d'énergie vitale, le rein, que ce soit en médecine chinoise, en Ayurveda, etc. Le rein, c'est vraiment la source d'énergie vitale. Donc pour préserver sa bonne santé, il faut privilégier une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire réduire les protéines d'origine animale, y compris les tickers de protéines qui sont hyper transformés et donc hyper inflammatoires. Donc réduire l'inflammation de façon générale, réduire le stress également, travailler sur tout ce qui est peur. Là aussi, ça va endommager le rein, les peurs. Donc les peurs, ça peut être lié à des traumas, des triggers, ce genre de choses. Donc travailler là-dessus également. Et tout ce qui va être, tous les chocs émotionnels, etc. vont également impacter la santé du rein. Et les compléments alimentaires vont également impacter la santé du rein. Donc, comme je vous le disais, le rapport de l'ANSES qui est sorti cette année, si on veut réduire son risque de cancer, il ne faut pas consommer de compléments alimentaires de façon continue. De façon ponctuelle, c'est OK, comme de tout, c'est la quantité qui fait le poison. Qu'est-ce que dit la science au sujet du coup des protéines? Donc déjà, les recommandations officielles de consommation de protéines sont de 0,8 g à 1,2 g par kilo. C'est-à-dire, pour une femme, à peu près, ça va se situer entre 30-40 grammes jusqu'à maximum 60-70 grammes de protéines par jour. Oui, on est loin des 30 grammes de protéines par repas que on veut vous faire croire via des posts Instagram qui ne sont pas basés sur vraiment les recherches scientifiques, les recherches santé, mais plutôt basées sur du marketing, sur des vendeurs de compléments alimentaires qui vendent également des checkers de protéines et à qui ça rapporte de l'argent tout simplement de vous faire consommer plus de protéines. Et surtout de vous faire croire en fait que vous n'en mangez pas assez. Parce que là, on est en train de mettre en place en fait petit à petit la peur du manque. Autour de l'alimentation, la peur de manquer de vitamines, la peur de manquer de protéines, etc. Mais je vous rassure, on est dans des pays développés. Avant de manquer de protéines, il y a
très peu de personnes qui sont vraiment carencées ou qui ne mangent pas suffisamment de protéines pour leur santé dans les pays développés. Donc, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Et plutôt qu'avoir cette philosophie du manque, la peur de manquer, de ne pas consommer suffisamment de protéines, je vous invite plutôt à vous poser la question du trop. Est-ce que je ne consomme pas trop de ça? Est-ce que je ne consomme pas trop de protéines? Parce qu'on est dans des sociétés, donc tous les pays développés, où on a plus tendance à être dans le trop que dans le pas assez. Donc aujourd'hui, avec cette injonction de manger minimum 30 grammes de protéines par repas pour équilibrer ses hormones, pour être en forme, pour avoir la masse musculaire, perdre du gras, eh bien, on se retrouve avec des personnes qui mangent, notamment des femmes, qui mangent entre 120 et 150 grammes de protéines par jour, entre les tickers de protéines, les produits animaliers, etc. C'est beaucoup trop. Beaucoup d'études, quand même, montrent l'impact d'un excès de protéines, d'une surconsommation de protéines sur la santé. Je vais vous donner quelques chiffres. Une consommation excessive de protéines animales va activer l'IGF-1, qui est une hormone favorisant la production cellulaire et donc favorisant la reproduction aussi des cellules tumorales. Une consommation de 100 grammes de viande rouge par jour augmente le risque de cancer de 11 à 51%. 50 grammes de viande transformée par jour va augmenter le risque de cancer colorectal entre 18 et 72%. Une consommation élevée de produits laitiers va augmenter le risque de cancer de la prostate entre 11 et 39%. De façon générale, un excès de protéines animales va provoquer une surcharge de la fonction rénale, c'est-à-dire une hyperfiltration, une hypertension intraglomérulaire et à terme un risque d'insuffisance rénale, même chez des sujets sains à la base. Un autre risque de surconsommer des protéines d'origine animale, ça va être le risque de maladie cardiovasculaire. Car, ayez bien quelque chose en tête, quand vous mangez des protéines d'origine animale, que ce soit de la viande, que ce soit des produits laitiers, du fromage, du yaourt, ils ne contiennent pas que des protéines, ils contiennent énormément également de graisses saturées. Et ces graisses saturées vont contribuer à boucher vos artères et à provoquer plus de risques de rencontrer des problèmes cardiovasculaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler des recommandations et comment manger suffisamment de protéines sans consommer en excès des protéines animales. Parce que là, quand je vous dis tous ces chiffres, toutes ces études, on parle bien d'excès de protéines animales. Mon but, ce n'est pas de vous dire de ne plus manger de protéines animales. Pas du tout. Mais c'est de trouver un équilibre et de sortir de cette surconsommation de produits animaux. Voilà, on n'a pas besoin de protéines animales tous les jours et encore moins à tous les repas. C'est mon point. Car vous pouvez ne pas manger de protéines animales pendant toute une journée et pour autant ne pas être carencé en protéines. Tout simplement parce qu'il y a également les protéines végétales. Et les protéines végétales, on en retrouve dans énormément de produits. Pas uniquement dans les lentilles, dans les pois chiches, mais aussi vous allez avoir tout ce qui est amandes, noix, noisettes, cacahuètes, très riches en protéines, mais aussi des fruits, des légumes contiennent des protéines, notamment l'avocat par exemple, et tout ce qui va être céréales, quinoa, sarrasin notamment, contiennent des protéines. Même les pâtes blanches que vous consommez, si vous lisez les étiquettes, elles contiennent des protéines. Tous les aliments que vous consommez contiennent des protéines. Donc ne vous arrêtez pas lorsque vous calculez votre taux de protéines, chose que de toute façon je ne recommande pas, rajouter du contrôle dans l'alimentation, que ce soit en comptant son apport de protéines, comptant ses calories, etc. Ça vous déconnecte en fait de votre corps, de ses besoins et de l'écoute en fait vraiment du corps. Voilà, vous externalisez quelque chose que votre corps vous dit naturellement de savoir si c'est bon pour lui ou pas. Là, vous externalisez en vous disant « Ah ben je dois manger tant, etc. » Et du coup, je surveille. Bon, c'est une pratique que je conseille pas. Et donc, ces protéines vont provoquer moins de stress oxydatif, donc moins de radicaux libres, donc moins d'inflammation et moins de risque de cancer par la suite, moins d'activation de l'IGF-1, donc je vous disais, ça c'est l'hormone qui favorise la reproduction cellulaire, donc y compris la reproduction des cellules tumorales. D'ailleurs, on voit pas mal de personnes, peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux, qui ont guéri de cancer, etc. et qui, durant leur chimiothérapie, ont adopté un régime vegan. C'est vraiment en fait le but, donc ça c'est une situation extrême parce que ces personnes-là sont déjà dans une situation extrême sous chimiothérapie, etc. Mais la démarche est vraiment en fait de réduire l'inflammation et le stress oxydatif et l'acidité de l'organisme au maximum pour éviter cette reproduction des cellules tumorales. Et donc d'éviter l'activation de l'IGF-1, l'hormone qui favorise la reproduction des cellules tumorales. Donc en réduisant leur consommation de protéines animales.
Les protéines végétales sont donc une mine d'or pour votre santé. Elles sont moins acidifiantes, même si elles sont toujours un peu acidifiantes quand même. Donc il faut toujours surveiller lorsque vous consommez par exemple des lentilles à rajouter des légumes ou des fruits lors de votre repas pour vraiment favoriser l'équilibre acido-basique. Mais elles sont beaucoup moins acidifiantes que les protéines animales. Et quand on parle d'acidifiants, des aliments acidifiants, en fait ça va être les aliments qui, lorsque vous les consommez, vont produire des déchets azotés. Et ces déchets azotés vont devoir être filtrés par l'organisme. Et donc nécessiter l'utilisation de minéraux, calcium, magnésium, etc. Et va provoquer une surcharge au niveau de certains organes, comme les reins dont on parle aujourd'hui. Les protéines végétales sont donc une vraie mine d'or en fait pour votre santé parce qu'elles contiennent certes des protéines, mais aussi elles vont contenir énormément de vitamines, de minéraux qui sont essentiels à votre santé. Alors encore une fois, mon but n'est pas de vous dire de devenir végane, pas du tout, je ne suis moi-même pas végane, mais de réduire votre consommation de protéines animales, en tout cas de ne pas être en surconsommation. Et aujourd'hui, on vend la surconsommation de protéines animales ou de protéines transformées via les checkers de protéines. Ces protéines-là ne sont pas saines, c'est comme tout de toute façon, rien n'est sain en surconsommation, en surquantité, en surdosage. Du coup, comment protéger vos reins et favoriser votre équilibre hormonal tout en ayant une consommation de protéines raisonnée, ne pas être en surconsommation. Mais déjà, adopter une alimentation anti-inflammatoire et ayurvédique. Donc, anti-inflammatoire, ça veut tout simplement dire surveiller par exemple l'équilibre acido-basique, consommer des aliments qui ne sont pas transformés. Les checkers de protéines, c'est transformé. La charcuterie, même le grison, ce genre de choses, c'est transformé. Donc, on va réduire toutes ces sources. Là, ça ne veut pas dire se priver, ne plus avoir de vie sociale et ne plus jamais en consommer. Ça veut juste dire réduire les quantités. Favoriser des fruits et des légumes bio ou trempés dans du bicarbonate de soude, etc. pour enlever le plus de pesticides. Et limiter tout ce qui est gluten transformé. Donc encore une fois, ce n'est pas tous les gluten, juste les gluten transformés. Les produits laitiers qui contiennent la caséine en haute quantité, donc y compris les produits de brebis, de chèvres, même s'ils ont plus d'intérêt nutritif que les produits laitiers issus de la vache, ils contiennent quand même de la caséine et restent inflammatoires et donc doivent être consommés avec modération, même s'ils sont à privilégier par rapport aux produits issus de la vache. Et une alimentation ayurvédique, c'est-à-dire adaptée à votre dosha. Vraiment, ce qui a fait la différence, moi, dans mon équilibre hormonal, dans mon traitement du SOPK, c'est l'ayurveda. Comme je vous disais, j'étais déjà formée à la naturopathie, j'ai été élevée dans une famille qui cuisinait, etc. Donc voilà, déjà je ne mangeais pas transformé et malgré tout, je ne parvenais pas à équilibrer mon SOPK. C'est vraiment en fait quand j'ai compris la cause de mon SOPK, et je l'ai compris grâce au spectre de l'Ayurveda, grâce au mode d'emploi de l'Ayurveda, que là j'ai vraiment pu réguler mes hormones en fait, équilibrer mes hormones et me débarrasser de tous mes symptômes du SOPK. Aujourd'hui, je n'ai plus d'acné, je n'ai plus d'alopécie, je n'ai plus de fatigue chronique. J'avais quand même une tension qui était à 7 en permanence la dernière année avant que je découvre l'Ayurveda. Et je n'ai plus ni d'anxiété. Ça, c'est plus par rapport à un déséquilibre doshique que vraiment le SOPK. Même si le SOPK joue un rôle, puisqu'on a plus de risques de dépression avec le SOPK, chose que j'ai vécu également. Et surtout, j'ai retrouvé mes cycles. Après 5 ans d'aménorrhée, j'ai retrouvé des cycles réguliers. Rappelez-vous que du coup, un excès de protéines, notamment de protéines animales, va provoquer des amas, des toxines dans l'organisme, va surcharger le foie, surcharger les reins et donc provoquer un déséquilibre hormonal. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais le foie joue un rôle capital dans l'équilibre hormonal. Et donc, il faut vraiment préserver la santé de son foie. Pour terminer, mes recommandations. Donc, on va favoriser les protéines végétales, source de vitamines, de minéraux, des bombes nutritionnelles, très riches en protéines également, si vous les consommez avec des glucides. Vous allez avoir tous les acides aminés qui vont permettre d'assimiler correctement les protéines. Limiter les produits d'origine animale. Ça ne veut pas dire ne pas en consommer, ça veut dire réduire par rapport au reste. Voilà, favoriser l'équilibre acido-basique et limiter au maximum tout ce qui est protéines transformées, que ce soit charcuterie ou que ce soit checker de protéines. Et surtout, ne pas diaboliser les glucides, ne pas diaboliser les gras et ne pas idéaliser les protéines. On a besoin de tout en quantité raisonnable pour être en bonne santé. Et les protéines ne sont pas
un super aliment, ne sont pas un aliment magique qui va vous permettre de perdre du poids, de perdre du gras, de garder votre masse musculaire et d'équilibrer vos hormones. Ça va surtout, en surconsommation, du coup, surcharger votre foie, donc provoquer un déséquilibre hormonal, surcharger votre rein, provoquer plus de fatigue et provoquer de l'inflammation, de l'acidité dans votre organisme et donc augmenter vos risques de pathologies cardiovasculaires, mais aussi de cancer sur le long terme. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à liker, commenter et partager si cet épisode t'a plu, à me laisser un commentaire avec tes questions si besoin et à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver une consultation gratuite. Le lien est dans ma bio. À mardi prochain pour un nouvel épisode.